Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler des actions que je vais acheter ou étudier en bourse en octobre 2023. On regarde ensemble le sommaire et vous l'avez aussi comme d'habitude en description pour passer d'un chapitre à l'autre. On va d'abord regarder les focus que je vais faire sur le mois d'octobre sur les actions et les ETF. Après, je vais aussi vous parler des actions qui sont proches de mes prix cibles ou des actions, par exemple, qui m'intéressent de plus en plus en ce moment parce qu'on a eu des corrections sur certains types d'entreprises, comme on va en parler. On va aussi évidemment parler des résultats du troisième trimestre à venir, notamment fin octobre. Et enfin, à la fin, je vous fais quelques mises à jour un petit peu et des points que je voulais discuter sur ma philosophie d'investissement en ce moment, etc. Pour rappel aussi, l'objectif de ces vidéos, ce n'est pas juste de donner une nouvelle liste d'actions chaque mois pour faire des vues, sinon clairement je vous fais un top des actions à dividendes pour PEA, ce sera plus simple, mais ce n'est pas du tout l'objectif de la chaîne. Je préfère vous partager ma vision, mes achats à venir, ma philosophie d'investissement, etc. L'objectif c'est aussi que vous puissiez forger votre propre opinion en prenant des informations de différentes sources, ne prenez jamais de conseils, au final vous êtes les seuls responsables de vos investissements. On passe maintenant rapidement sur les ETF, donc comme vous le savez, chaque mois j'achète des ETF en DCA, ça fait partie d'un des piliers de ma stratégie patrimoniale que d'investir sur des indices via les ETF et donc évidemment dans des actions à travers le monde. Ça me permet de me diversifier géographiquement, d'avoir différents secteurs, etc. sans trop me poser de questions et historiquement je le fais aussi parce que c'est une stratégie qui s'est prouvée comme payante. Si vous regardez le S&P 500 par exemple sur quelques jours, eh bien on ne sait pas ce qui va se passer, on est globalement sur du 50-50 à la hausse ou à la baisse, mais plus vous avancez dans le temps au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, et plus vous avez de chances d'être en positif. Et si vous regardez les graphiques, c'est aussi flagrant. Donc voilà, je passe jamais énormément de temps à vous en parler, mais j'aime toujours le rappeler au début de chaque vidéo que c'est quelque chose que je fais et que pareil, je gère mon patrimoine total en pourcentage avec des ETF, des actions individuelles, de l'immobilier, du cash, de la crypto, etc. On passe maintenant aux actions. Donc tout d'abord, je tiens à vous le dire, les résultats du troisième trimestre vont arriver et donc début octobre, je vais y aller assez doucement sur mes achats. Je ne vais pas tout mettre au début du mois, je vais plutôt lisser, voire même attendre un petit peu avec du budget sur le côté parce qu'il va se passer des choses fin octobre. Notamment, le 18 octobre, on aura Tesla, le 24 octobre, on aura Google, le 25 octobre, Microsoft, le 26 octobre, Apple, Amazon. Donc voilà, toutes les GAFA vont sortir entre l'avant-dernière et la dernière semaine du mois d'octobre, et donc clairement, ça va faire bouger les marchés. Je vous dis que ça peut faire bouger les marchés aussi parce que je vous ai mis ici les 8 entreprises qui sont dans le S&P 500 au plus haut d'un point de vue de la répartition en poids dans l'indice. Et vous avez Apple à presque 7%, Microsoft à 6,5%, Amazon à plus de 3%, vous avez Google, Nvidia, Tesla, Meta, etc. Donc voilà, quelques grosses entreprises peuvent faire bouger tout le marché. Et parmi ces entreprises, il y en a qui m'intéressent beaucoup, comme Google, comme Amazon, comme Microsoft, comme Tesla, etc. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je vais être un petit peu prudent en début de mois. Et je vais être prudent parce que j'aimerais bien garder aussi quelques cartouches d'un point de vue budget si je venais à avoir des grosses décotes sur des actions que je vise. Et notamment certaines de ces actions, comme par exemple Google, Amazon ou Tesla, sont vraiment pas loin de mes prix d'achat cible. Ici, je suis allé les chercher à la main sur TradingView pour connaître les dates. Mais sachez que si vous voulez les connaître assez facilement, vous avez d'abord ce compte qui s'appelle Earning Whisper sur X, anciennement Twitter, qui est vraiment bien, il vous fait des tableaux assez faciles à lire, et moi généralement ce que je fais c'est que je vous les reposte aussi sur Instagram en story pour les actions que je vais suivre les semaines qui arrivent, donc n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram si vous voulez ce type de contenu un petit peu plus direct par rapport à YouTube où on est sur des vidéos un petit peu plus institutionnelles. On va maintenant passer aux deux premières actions, il s'agit de Enphase et SolarEdge. Je voulais aussi vous dire que je sais, il y a certaines actions que je répète chaque mois, et ces vidéos peuvent être un petit peu répétitives, et d'ailleurs pour les anciens abonnés, n'hésitez pas à utiliser le sommaire, je le mets, et j'écris à chaque fois les actions que je suis en train de regarder, donc n'hésitez pas à le faire. Mais ces vidéos, je les fais aussi parce qu'elles permettent de faire grandir la communauté, et elles amènent beaucoup de nouvelles personnes dans la communauté, et donc clairement, il faut que je continue à les faire, et malgré quelques retours négatifs qui disent que oui, c'est tout le temps pareil, etc., et je continue à les faire parce que je pense que la majorité, vous les aimez, il y a pas mal de likes, et vous êtes beaucoup à les regarder. Je voulais aussi vous dire que du coup, lorsqu'une action atteint un principe que je vise depuis des mois, je ne vais pas laisser passer l'opportunité. Et tant pis si pendant 4 vidéos d'affilée, pendant 4 mois, je vous dis que je continue à l'acheter. Je préfère être honnête, vous dire ce que je fais, plutôt que vous faire des vidéos où je vous donne à chaque fois des nouvelles entreprises à la mode, etc. Et au final, que ce ne soit pas ce que je fais réellement. C'était la philosophie de la chaîne au départ et je continue là-dessus. Revenons à nos moutons. Enphase contre SolarEdge. Je vous en parle parce que j'ai fait une vidéo dessus la semaine dernière, qui pour moi était excellente. En même temps, c'est moi qui l'ai fait. Je ne vais pas vous dire qu'elle était mauvaise. Mais c'était une vidéo assez technique où j'ai comparé les deux entreprises. Et elle n'a pas trop mal marché. J'ai eu surtout beaucoup de retours très positifs dans les commentaires, même si évidemment elle est un peu longue à regarder avec ses 28 minutes. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Et ici, je vais juste vous faire un petit résumé de la partie quantitative, donc des chiffres des entreprises. Mais si vous voulez savoir ce que font les business, vous avez une vidéo complète
complète que je vous mettrai aussi à l'écran. Donc sachez que personnellement j'achète Enphase, j'ai une longue histoire avec Enphase, c'est une action que j'avais achetée il y a plus de 2 ans à un prix autour des 160-180 $, je l'avais revendue à plus de 300 $ parce que je l'avais trouvé beaucoup trop cher et aujourd'hui elle a bien corrigé et donc je recommence à l'acheter puisque mes analyses me disent tu peux l'acheter. SolarEdge, c'est une entreprise qui est dans le même secteur d'activité. D'un point de vue du business, je suis un tout petit peu moins convaincu. Cependant, elle est beaucoup moins chère et c'est un petit peu ce qu'on va regarder actuellement. Et je vous dirai à la fin si je pourrais ou pas acheter SolarEdge dans les mois qui arrivent. Donc tout d'abord, Enphase est globalement 2 fois plus gros que SolarEdge en termes de capitalisation boursière. Et malgré ça, ils ont moins de chiffre d'affaires, mais plus de bénéfices. Donc instantanément, ça me fait dire que c'est une entreprise beaucoup plus rentable. Et on le voit direct. Enphase a une marge nette de plus de 20% et SolarEdge a une marge nette de un petit peu plus de 8%. Donc globalement vous voyez une grosse différence au niveau des rentabilités. Au niveau de la dette et du cash, là sur le quick ratio et le current ratio on n'a pas de problème, il faudrait aller gratter en détail si on fait une analyse complète. Au niveau de la croissance des chiffres d'affaires sur les 5 dernières années, et c'est là où on est vraiment sur un secteur porteur, la production d'énergie solaire, vous avez Enphase à 55% en composé sur les 5 dernières années sur le chiffre d'affaires et SolarEdge à plus de 40% en composé. Donc ce sont des très grosses croissances. Et les analystes prévoient des croissances aussi élevées comme vous les voyez ici à l'écran avec mon pointeur rouge. C'est les avis des analystes. Je ne me base pas trop dessus, c'est intéressant de les regarder, mais globalement, c'est un petit peu tous des moutons, des fois j'ai l'impression, et ils sont capables de vous diviser par 2 le prix cible d'une action en 3 mois, juste parce que le marché a corrigé, et des fois j'ai l'impression qu'ils suivent le marché plus que de donner leurs propres opinions. C'est un petit peu mon avis, et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, ne prenez pas les conseils des autres, inspirez-vous, regardez à gauche, regardez à droite, mais au final vous êtes les seuls responsables parce que regardez ce que font les autres, et bien ils peuvent changer d'avis. D'ailleurs quand ils changent d'avis, ils vous le disent pas forcément, puisque tout simplement vous n'êtes pas à regarder toutes les vidéos, à lire tous les articles, etc. On continue, au niveau des valorisations, clairement Enphase est plus cher que SolarEdge, mais je pense aussi qu'elle a un plus gros potentiel, en tout cas d'un point de vue qualitatif sur ce que fait le business, la technologie, etc. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait. Donc voilà, on est sur des entreprises qui toutes les deux sont quand même entre guillemets un petit peu chères sur le papier, avec un PE de 30 contre un PE de 26, un prix par rapport au chiffre d'affaires de presque 6 contre presque 2, donc là vous voyez clairement que SolarEdge est moins cher sur le papier, et d'un point de vue du flux trésorerie disponible, il n'y en a pas chez SolarEdge, et d'ailleurs j'en ai parlé dans la vidéo que j'avais fait il y a une semaine, et c'est un point qui m'inquiétait un petit peu, et sur Enphase par contre là on est clairement beaucoup moins cher, à moins de 20, et je trouve ça beaucoup moins cher. Maintenant, je continue à acheter Enphase, j'avais fait mes projections de chiffres dessus, je l'achète sous les 150 $, aujourd'hui elle a 120 $ et des poussières, je continue à l'acheter. Je vais faire mes chiffres sur SolarEdge, donc je vais faire mes projections sur les earnings, sur le free cash flow, etc. Et je vais voir combien je serai prêt à la payer. Je mettrai certainement un discount rate assez élevé, parce que si je l'achète, je pense que vu que quand même qualitativement je préfère largement Enphase d'un point de vue du produit qu'ils font, mais cependant si SolarEdge me permet de faire un plus 50%, un plus 100% en un an ou à peine plus, parce qu'elle est complètement massacrée pour quelque chose que je trouve déraisonnable, sachant que ne croyez pas non plus que je n'aime pas SolarEdge, j'aime beaucoup le business aussi, je l'aime juste un tout petit peu moins que Enphase. Mais donc voilà, si la valorisation continue à s'écrouler, pourquoi pas offrir une petite position, ce serait peut-être du moyen terme plus que du très long terme, je sais que c'est pas mon style de faire ça, mais des fois si je vois une opportunité en or, et ben pourquoi pas le faire, et encore une fois, je vous partage sur la chaîne parce que je suis là aussi pour vous dire ce que je fais, que ce soit du moyen terme, du long terme ou même du court terme, même si c'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Donc voilà pour ces deux entreprises, je vais clairement continuer à acheter du Enphase et du SolarEdge, je vais y réfléchir. Maintenant, je voudrais parler des actions à croissance, mais aussi à dividendes croissants. Donc généralement, c'est les entreprises qui sont un petit peu plus matures, qui ont des très gros business models, mais qui sont souvent très rentables, avec une croissance qui n'est pas non plus ridicule et qui payent des dividendes. Ce sont souvent des actions très populaires. Donc là, on va juste regarder par exemple Visa et BlackRock qui m'intéressent clairement, et c'est des actions sur lesquelles j'avais déjà fait mes projections de chiffres, donc je sais combien je vais les payer. Mais voilà, c'est deux exemples parmi d'autres. Il y a aussi TSM que j'aime beaucoup, Pepsi, ASML, etc. Après, il y a d'autres entreprises à dividendes qui sont clairement complètement surévaluées pour moi. Je pense à Coca-Cola, McDonald's, etc. Parce qu'aussi elles ont très très peu de croissance, et celles-là ont quand même pas mal de croissance pour les actions à dividendes. Et clairement, je m'y intéresse parce que c'est des actions que je me verrais tout à fait avoir en portefeuille un jour si elles venaient à toucher un prix qui m'intéresse. Et si par exemple, je vous prends le graphique de Visa dont on va parler juste après, l'entreprise, vous voyez qu'elle a quand même bien corrigé là en 2 semaines, elle a perdu 8%, elle est encore loin des points bas qu'elle avait fait ici en octobre 2022 autour des 180 $. Et moi, c'est une entreprise qui actuellement, je tiens à vous le dire, à 230 $, elle ne m'intéresse pas, elle est trop chère pour moi. Cependant, ça peut très vite corriger ce type d'entreprise parce qu'elle pèse beaucoup aussi au S&P 500, comme on le disait, elle
fait partie des plus grosses entreprises. On est quand même sur une entreprise qui a 370 milliards de capitalisation boursière, donc si tous les indices corrigent, elle pourrait aussi souffrir, et donc c'est pour ça que je commence à la regarder à nouveau et aller dans ma watchlist. Donc c'est une entreprise qui, comme je vous le disais, a un petit peu moins de croissance. Sur les 5 dernières années, en composé sur le chiffre d'affaires, vous voyez qu'on est à 10%. Par contre, c'est une entreprise qui a des marges magnifiques. On est ici avec une marge nette de plus de 50%, avec un ROA, un ROE et un ROI qui sont aussi excellents. Sur la dette, on voit qu'on est à 1,5 sur le quick ratio et le current ratio, donc rien de très inquiétant. Il faudrait aller voir un petit peu plus près, mais ça va. Et au niveau de la valorisation, c'est là qu'on est encore un petit peu cher pour moi quand même. On est sur un PER à 29, un prix par rapport au flux de trésorerie disponible à 20. Donc ça fait un rendement sur le free cash flow d'exactement 4%. Globalement, j'avais fait mes chiffres à l'époque. Personnellement, je la trouve un petit peu chère. Je serais plus autour des 180-200 $, mais ça peut aller très vite. Elle fait moins 15, moins 20% en bourse et elle pourrait clairement venir à m'intéresser. Un petit peu dans le même style, on a BlackRock. Encore une fois, je tiens à vous le dire, hein, vous avez des analyses complètes de la plupart de ces entreprises sur la chaîne. Visa, je sais que j'avais déjà fait une vidéo complète dessus par exemple. N'hésitez pas à aller les voir. Ici, l'objectif de ces vidéos, c'est pas du tout de vous faire des analyses complètes, c'est un peu de vous donner ce que je vois en termes de chiffres sur certaines entreprises, est-ce qu'elles se rapprochent de mes prix cibles, etc. Je reviens à ce que je disais, sinon la vidéo va encore durer trop longtemps. Comme d'habitude, je pars dans des monologues, je peux pas m'en empêcher, mais bon, en même temps, ça n'a pas l'air de vous déplaire. BlackRock, c'est une entreprise aussi qui m'intéresse énormément. Bon, vous connaissez BlackRock, c'est un des plus gros gestionnaires de fonds au monde. Il propose énormément de produits financiers, d'ETF, il gère beaucoup d'argent pour beaucoup d'investisseurs. C'est une entreprise qui a moins de croissance que Visa. Par contre, elle a aussi des excellentes marges. On voit ici qu'on est sur des marges nettes à plus de 28%. Et globalement, vu qu'elle a moins de croissance, vous voyez ici le chiffre d'affaires en composé sur les 5 dernières années est à moins de 6%, ça se retrouve de suite dans la valorisation. Vous voyez qu'on est sur un PER à 18, un futur sur le PER à 16, un prix par rapport au chiffre d'affaires à 5 alors qu'on était beaucoup plus élevé sur Visa. Et donc globalement, on est sur une valorisation un peu moins élevée et un plus gros dividende. Donc entreprise un petit peu plus avancée sur la courbe en S, une entreprise un petit peu plus mature qui paye un meilleur dividende. Il faudrait évidemment, quand je vous parle de ces actions, aller voir la croissance du dividende, aller voir le potentiel futur de l'entreprise, faire ses projections, etc. C'est quelque chose que je vais clairement faire à titre personnel. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans le programme sur la bourse et les finances personnelles, sachez que les fichiers d'analyse de ces deux entreprises sont disponibles et je vous les avais déjà montrés pour tous ceux qui sont sur YouTube. Vous retrouverez les vidéos sur YouTube, je vous les montre aussi. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et donc voilà, pour conclure, c'est les entreprises que je ne suis pas prêt à acheter aujourd'hui. Par contre, si elles viennent à corriger, je pourrais clairement m'y intéresser et je ne manquerai pas de vous en parler sur la chaîne. On va maintenant parler de quelques autres points et ensuite on conclura la vidéo. Donc globalement, mes convictions sur certaines entreprises, elles sont en train de croître énormément en ce moment. Parce que je regarde de plus en plus le qualitatif. Je passe beaucoup de temps, et vous l'avez vu d'ailleurs dans certaines vidéos beaucoup plus techniques, je regarde les aspects industriels, l'ingénierie, l'innovation pour les entreprises qui sont plus dans la technologie, dans tout ce qui est les SaaS, Software as a Service. Je m'intéresse beaucoup à ces domaines et je regarde aussi de plus en plus les marges potentielles des entreprises, les total addressable market, les marchés qui visent, les avantages compétitifs qui sont en train de se créer. Donc vraiment, je passe beaucoup de temps en ce moment à regarder les analyses qualitatives. Ce qui me fait aussi dire que je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous avais proposé un outil qui permettait de rapidement classer les entreprises que l'on préfère. Et comme vous le savez aussi, j'essaie de vraiment rationaliser le nombre d'actions que j'ai en portefeuille parce que c'est très dur pour moi de justifier que j'aime autant l'action numéro 17 ou 16 ou 14 ou 20 que l'action numéro 1, 2, 3. Il y a un moment, si j'ai trop d'actions, autant avoir des ETF et je préfère reconcentrer mon capital sur les entreprises dans lesquelles j'ai les plus grosses convictions. Je vous mettrai donc aussi cette vidéo en lien, elle apparaîtra sur l'écran et c'est un outil qui vraiment m'avait permis par exemple de faire un classement et de me prouver à moi-même que mes plus grosses convictions a priori, juste en comparant l'aspect qualitatif et pas en regardant combien il faut payer l'entreprise, je ne regarde pas le prix, j'apprécie énormément Tesla, Microsoft, Google, Amazon, Enphase, Apple, Palantir et donc c'est les actions sur lesquelles je vais passer encore plus de temps pour confirmer que je les apprécie parce que je commence à mettre de plus en plus d'argent dessus. Un autre point, je continue à vendre des options et notamment des puts parce que j'ai pas mal de cash à cause de l'immobilier. Je suis sous offre, je suis en attente d'une réponse parce que c'est un cas un petit peu particulier. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, je ferai peut-être une vidéo un jour dessus si l'achat se fait. Mais donc je suis obligé de garder pas mal d'espèces. J'ai une bonne partie en euros qui sont tout simplement sur un livret A, sur des comptes. Et j'ai aussi pas mal d'argent qui est en dollars et qui me permet du coup de vendre des puts sur Palantir, SoFi. Et je suis en train de me demander si je ne ferais pas, en tout cas si elle venait à fortement corriger, des puts sur Tesla et Enphase. Ça ferait clairement des gros contrats, mais je peux me le permettre parce que j'ai beaucoup de cash en ce moment et une fois que je serai sur la phase du crédit et que j'aurai besoin de garder un petit peu moins de cash parce que j'aurai déjà justifié à la banque que je peux faire de l'apport s'il y a besoin, c'est pas un souci, je pourrais peut-être vendre des plus gros puts et donc voilà, c'est quelque chose que je fais en ce moment, je n'en parle pas au quotidien parce que c'est les options et puis si je me fais pas assigner, j'achète pas et jusqu'à maintenant je me suis pas fait assigner donc je fais juste du rendement sur mon cash, mais je tenais à vous en parler.
Je voulais conclure la vidéo sur ma philosophie que j'ai de plus en plus en ce moment et de façon générale, et encore plus si on a des baisses sur certaines actions. Je tiens à le dire parce que c'est une erreur que j'ai faite par le passé. Lorsqu'une action atteint un prix que je vise et que j'attends depuis des mois et des mois et des mois, parce que j'ai beaucoup analysé telle ou telle entreprise, je ne laisse plus passer les opportunités. Soyons très clairs là-dessus. Je connais de mieux en mieux mes entreprises, j'ai mes convictions, j'ai mes prix cibles. Je vous montre souvent mes fichiers qui vous permettent de voir à tel prix je commence à m'intéresser à cette action, à tel prix, clairement il faut que je l'achète, et donc je suis prêt pour acheter quand je viens toucher mes prix cibles. Et je vous invite d'ailleurs vraiment tous à avoir ce genre de fichier où une fois que vous avez fait vos analyses, que vous savez ce que vous voulez, vous vous prenez plus la tête. Dès que le prix est touché, vous commencez à acheter, à faire un DCA parce que ça baisse encore. Il faut accepter des fois d'être un peu perdant sur le court terme si on est convaincu que sur le long terme l'action va remonter. Et donc voilà, ça c'est de l'expérience que j'ai aussi tirée des affaires que j'ai hélas ratées. Et rappelez-vous d'ailleurs sur la chaîne depuis maintenant quelques mois, voire même un an, on a eu beaucoup de peur sur les marchés. On nous annonçait que Meta allait disparaître parce que Apple allait changer les règles, parce que le métaverse ça allait pas. On nous disait que Google allait disparaître à cause de ChatGPT. On avait Tesla aussi qui était foutu et qui avait touché d'ailleurs les $100, et on achetait des actions sur la chaîne, si vous vous rappelez, en décembre 2022, janvier 2023, vers la grosse baisse qu'on a eue ici à l'écran. Et donc voilà, de plus en plus, maintenant je suis en mode, quand je vois une bonne affaire, que je suis convaincu, j'y vais, j'achète, j'hésite plus. Évidemment, c'est dur sur le court terme parce que les actions peuvent encore corriger, mais c'est aussi pour ça que je ne mets pas tout d'un coup et j'achète tous les mois, et c'est aussi pour ça que vous avez des vidéos où pendant 6 mois d'affilée, je vous dis que je suis en train d'acheter l'action. Si vous vous rappelez, en début d'année, pendant 6 mois d'affilée, je vous ai dit que j'achetais du Google, que j'achetais du Tesla, que j'achetais du Meta, du Amazon. Alors ça fait tout le temps les mêmes vidéos comme je vous disais, mais c'est pas grave, au moins je suis honnête et je vous dis ce que je fais. Et le dernier point sur lequel je voudrais conclure, c'est que je fais de mon mieux pour être de plus en plus humble. Comme tout le monde, j'ai fait des erreurs, c'est normal, c'est ok, et c'est pour ça que je dis que je veux faire des décisions mûrement réfléchies. Que je me trompe ou pas, c'est un autre débat, mais au moins si je sais pourquoi j'achète, eh bien j'apprends de mes erreurs ou j'apprends aussi de mes succès. J'ai des très gros gains latents sur Apple, sur Microsoft, sur Tesla, j'ai pas mal de positions qui sont en hausse, j'ai mes ETF évidemment qui sont aussi en hausse vu depuis le nombre d'années que j'en achète, mais au final c'est comme ça qu'on apprend. Il faut se tromper pour apprendre, et à force de se tromper on fera de moins en moins d'erreurs, et au final sinon on ne fait rien, et si on a peur de se tromper, et si on n'accepte pas de conserver les actions sur le long terme, quitte à perdre sur le court terme, et c'est normal, ça peut continuer à baisser, mais si notre analyse nous dit il faut acheter, j'y crois sur le long terme, on y va, et si on a peur et qu'on est trop émotionnel, on achète des ETF. Donc voilà, au final c'est ok pour moi d'avoir des canaux boiteux, tout le monde en a, acceptons-le, même les meilleurs investisseurs en ont, sinon on prend des ETF. Et il faut savoir pourquoi on investit et ne pas juste copier. Je dis toujours que je ne donne pas de conseils, mais il y a une bonne raison. C'est parce que si vous ne savez pas pourquoi vous achetez une entreprise, si vous ne faites pas votre analyse, au final, vous n'apprenez jamais. Donc, inspirez-vous de tout le monde, forgez-vous votre opinion en regardant le contenu sur Internet, en lisant des articles, de la presse spécialisée, et au final, forgez-vous votre propre opinion parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Bon, ça aura été une vidéo un petit peu plus longue qu'à l'habitude, mais clairement j'avais beaucoup de choses à dire, pas mal de points qui étaient peut-être un petit peu provocants, un petit peu polarisants, mais c'est pas grave, ça fait du bien de temps en temps, et puis je suis aussi là pour vous partager ce que je pense. Donc comme d'habitude, écoutez, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, passer dire bonjour sur Instagram. Aussi, comme je vous le dis souvent, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement en bourse, ou tout simplement revoir les fondamentaux de l'investissement sur le long terme, vous trouverez en description un lien vers les cours vidéo offerts sur les bases pour commencer à investir en bourse. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.